Bonjour à tous. Nous sommes nombreux à nous intéresser à la science, à tenter de comprendre toutes ces théories durement acquises qui nous offrent une fenêtre de lecture sur les phénomènes observables. Alors chaque théorie est cohérente, mais souvent, lorsqu'on compare des théories, il apparaît que des incohérences ou même des incompatibilités apparaissent. On sait par exemple que la relativité et la physique quantique sont incompatibles. Mais il existe de nombreuses autres théories, plus accessibles ou intuitives, qui ne sont pas cohérentes entre elles. Alors le sujet est connu et on a tendance à penser que un jour on trouvera une solution à tout ça. Pourtant, s'intéresser au sujet de ces incohérences ou ces problèmes logiques nous donne des informations précieuses sur la façon dont se construit la science et surtout ce qu'on peut en attendre à l'avenir. Et c'est ce que nous allons voir. S'il est un sujet emblématique de notre progression vers la compréhension de l'univers, c'est certainement la gravité. C'est en 1687 qu'Isaac Newton, au travers du livre Principia Mathematica, nous expose le principe. Alors on ne se rend pas forcément compte aujourd'hui, mais à l'époque il s'agit d'une véritable révolution. Alors que les scientifiques étaient péniblement arrivés à mettre le Soleil au centre du système solaire, sans vraiment comprendre pourquoi, sans même peut-être se poser la question, la gravité venait expliquer tout. On comprenait pourquoi ça fonctionnait comme ça et comment ça devait fonctionner. L'équation de la gravité, qui est extrêmement simple et intuitive, s'avérera parfaite. C'est-à-dire qu'elle permet de calculer la course de toutes les planètes et satellites à la perfection. À tel point même que c'est en constatant les anomalies dans la course d'Uranus qu'on put découvrir la présence de Neptune. Malgré cette perfection et cette simplicité, la gravité de Newton comporte deux grands défauts. Le premier, c'est qu'elle n'explique pas pourquoi les choses s'attirent. Le deuxième problème concerne Mercure, et notamment la précession de son périhélie, qui en résumé est une rotation de son ellipse. Et ce phénomène n'est pas prévu par l'équation de Newton. Au début du XXe siècle, Albert Einstein développe la relativité. Et c'est au sein de la relativité générale qu'il introduit une nouvelle théorie de la gravitation. Alors cette théorie explique pourquoi les corps s'attirent entre eux au travers d'une modification de l'espace-temps et permet d'expliquer la précession du périhélie de Mercure. Il est tout naturel dans ces conditions que la gravitation d'Einstein soit considérée comme supérieure à celle de Newton, dans la mesure où elle en corrige les défauts. Pourtant, si on y regarde d'un peu plus près, c'est toujours l'équation de Newton qui est utilisée systématiquement. On n'utilise presque jamais l'équation d'Einstein, d'abord parce qu'il s'agit d'un monstre mathématique très difficile à mettre en œuvre, et ensuite parce que l'équation de Newton fonctionne parfaitement. Et ça nous met dans une situation très étrange où on continue d'utiliser les équations d'une théorie à laquelle on ne croit plus. Alors concernant la gravité, on peut également évoquer le boson de Higgs, mais il s'agit d'une étude en fait qui impacte de façon transversale la gravité. Le vrai sujet est ailleurs, de la gravité quantique à boucle, mais là il s'agit d'une théorie en développement dont un des objectifs est de retrouver le lien entre physique quantique et relativité au travers de la gravitation. Au final, on se retrouve sur un sujet qui normalement aurait été traité, on avait toutes les informations, toutes les informations utilisables, et on continue à l'étudier comme s'il nous manquait encore quelque chose, avec des théories qui ne sont pas forcément compatibles entre elles, et en utilisant celle à laquelle on croit le moins. Il existe un autre sujet qui met en difficulté nos théories, c'est celui de la lumière. Alors quand on parle de lumière, on parle d'ondes électromagnétiques, et le visible n'en fait qu'une petite partie. Isaac Newton pensait qu'il s'agissait de particules, et il défendit cette idée avec acharnement. Il fut néanmoins rapidement démontré qu'il s'agissait en fait d'ondes, par Huygens notamment. Plus tard, les travaux de Ernst, Planck, puis Einstein réintroduirent la notion de particules au travers du photon. Alors des expériences ont été faites pour déterminer la vraie nature de la lumière. L'expérience la plus célèbre dans le domaine est l'expérience des fentes Young. Alors le principe consiste à envoyer une toute petite quantité de lumière, idéalement photon par photon, au travers de deux fentes. Et se dessinent derrière des franges d'interférence qui montrent très clairement que la lumière est une onde. Alors cette expérience a été refaite dans une version qui est considérée comme l'expérience la plus formidable de l'histoire de la science.
C'est-à-dire qu'elle a été refaite non plus avec des photons de la lumière, mais avec des électrons, et en remplaçant les fentes par des miroirs semi-réfléchissants. Et alors, il s'avère que les électrons se comportent exactement comme la lumière et dessinent des franges d'interférence. Lorsqu'on met un capteur pour savoir où sont passés les électrons, alors ils ne se comportent plus pareil et se comportent à nouveau comme des particules. Alors, le sujet est assez large en termes d'intérêt, puisqu'il associe photons et électrons, mais surtout il met en évidence ce qu'on appelle la dualité onde-particule. Alors, dans la pratique, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que les transmissions de signal, qu'il s'agisse de radio, de télévision, de Wi-Fi ou de Bluetooth, fonctionnent sur la théorie ondulatoire. Et au contraire, un capteur de caméra ou une cellule photovoltaïque fonctionne avec des photons au travers de la physique quantique. La situation mise en évidence par les deux exemples que nous venons de voir est un peu désagréable. C'est-à-dire qu'on constate qu'effectivement, on a beaucoup de peine à comprendre la nature fondamentale de certains phénomènes. Mais en fait, cette situation, c'est la norme, ça a toujours été comme ça. Si on regarde les scientifiques avant Copernic, ils étaient totalement hors sujet et ne posaient même pas les bonnes questions, on pourrait dire. Il existe un contre-exemple à cette situation. C'est en fait la physique classique. Tout a commencé au siècle des Lumières avec Newton, puis de nombreux autres contributeurs qui ont constitué l'électromagnétisme, l'électricité, l'optique, etc. Et cette physique, à un moment, offrait un ensemble théorique cohérent, avec peu d'incohérences, et on a même cru qu'il nous serait possible de tout comprendre. Mais les réponses apportées par cette physique ont appelé à de nouvelles questions, et c'est ce qui nous amène à la physique moderne. Si on veut comprendre un cheminement presque classique, il y a l'exemple de Johannes Kepler. D'après les travaux de Nicolas Copernic, il est parvenu à décrire très précisément la course des planètes, et notamment leur caractère elliptique. Alors il s'agit d'un travail merveilleux d'intelligence et de clairvoyance, parce qu'il n'avait aucune idée de la gravité. Et il est connu que cette contribution fait partie des éléments qui ont aidé Newton à découvrir la gravité. C'est-à-dire qu'en recherchant le comment des choses, souvent difficile à appréhender, il a été possible de trouver le pourquoi. Et une fois qu'on a le pourquoi, tout devient simple, c'est-à-dire qu'avec l'équation de Newton, on peut refaire le travail de Kepler très simplement. Alors qu'à cette époque, c'était difficile. Et c'est ce qu'on peut envisager de la science moderne, c'est de comprendre de plus en plus comment fonctionnent les choses, jusqu'à ce que des pourquoi puissent apparaître. Et à ce moment-là, on pourra à nouveau se retrouver avec un ensemble théorique plus cohérent.